On est très content de t'accueillir aujourd'hui. Je voulais que tu commences par nous parler un peu de ce que vous faites chez Connect & Go. Connect & Go, on est le leader au monde dans les bracelets intelligents pour le divertissement. Donc, on a fait un peu plus de 950 projets à travers la planète, donc je dirais probablement une trentaine ou une quarantaine de pays. On travaille autant dans des parcs d'attractions qu'on va travailler dans les grands événements. Fait que les gens connaissent tous le Super Bowl, les Jeux olympiques. Donc, on était supposé être aux Jeux olympiques. Là, dans les prochaines semaines, on s'envolait pour les Jeux olympiques. Malheureusement, souhaitons que ça aille l'année prochaine. Et on fait des bracelets qui permettent principalement trois choses qu'on appelle Enter, Pay, Play chez nous. Donc, entrée, tout ce qui est contrôle d'accès, contrôle de la sécurité, contrôle des flux, le paiement. Donc, on fait tout ce qui est cashless payment, ce qui est assez tendance en ce moment, et tout ce qui est les jeux. Donc, l'aspect de bracelet qui permet de cumuler des points, de gamifier des expériences. J'aurais une première question à te poser sur la façon dont tu envisages le fait de créer ce type de produit et puis la vie privée des utilisateurs qui vont porter les bracelets lors d'événements. C'est une question qu'on se fait évidemment poser. Je pense que chaque fois que j'ai fait des entrevues dans les médias, on essaye de me prendre dans la trappe de « que faites-vous avec toutes ces données ?» La première réalité, c'est que la plupart des données sont anonymisées. Donc, ce qu'on cherche nécessairement, nous, c'est pas à savoir ce que cette personne-là a fait, mais beaucoup plus qu'un groupe de personnes a fait. Donc, un des exemples, on est capable aujourd'hui avec nos logiciels de savoir que la consommation de telle musique va avoir une influence sur la consommation d'alcool dans un festival et donc influencer la programmation. On est quand même GDPR, donc on est dans les plus grosses normes de sécurité. On est dans le paiement, donc on a aussi toutes les normes de sécurité qui sont très, très élevées. La vie privée, pour nous, c'est important, mais c'est surtout important pour nos clients. Parce que la réalité, la plupart des données ne restent pas chez nous. Chaque bracelet est unique à un événement ou à un parc d'attractions et ensuite, ça va aller chez le client au niveau de la donnée. Donc, évidemment, ça devient leur responsabilité, mais on a quand même, on va les éduquer généralement sur les meilleures pratiques en termes de vie privée. Après, il y a une autre réalité qui est le consommateur est énormément prêt à partager sa vie privée en échange de bénéfices, en échange de privilèges. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque un peu dans tout ce qui est le data, c'est la transparence. Donc, généralement, on regarde le programme Oceaga Play qu'on faisait avec Oceaga, c'était très, très clair qu'en acceptant de participer au programme, tu allais transmettre certaines données. Mais après, c'est un gain bénéfice en fonction de ce que tu vas redonner versus ce que tu vas recevoir. Et au fur et à mesure des années, et puis toutes les datas que vous avez collectées, tu disais que c'était souvent, vous les renvoyez chez vos clients. Est-ce que vous avez aussi bâti des espèces d'analyses en interne chez Connect & Go que vous allez diffuser et puis pour conseiller de futurs clients? On a des logiciels de Big Data, c'est sûr et certain. On a Connect & Go Big Data. On a 19 millions, je pense, aujourd'hui de bracelets qu'on a produits à travers le monde. Fait que c'est sûr que c'est de la tonne de données. Généralement, on va utiliser ces outils-là et on va les mettre à disposition de nos clients pour qu'eux puissent justement aller chercher plus de ventes. Donc, on parlait tantôt, par exemple, de la programmation de la musique, mais on peut parler, par exemple, dans un parc d'attractions, je sais à quelle heure vous êtes rentré, je sais à quelle heure vous êtes sorti, je sais que vous n'êtes pas allé à tel endroit parce que vous n'avez pas scanné à quel endroit. Donc, ça, on va pouvoir pousser de la donnée. Évidemment, on va faire du marketing automation, donc on va se plugger sur des systèmes de marketing automation de ce côté-là. Nous, on fait aussi de l'analyse de données, comme je dis, un peu plus anonymisée pour essayer de comprendre le secteur, comprendre des comportements. Donc, comment on est capable d'optimiser, par exemple, les flux dans un parc d'attractions. Donc, on est capable de voir différentes choses intéressantes. On est capable aussi de savoir qu'en fonction que les gens consomment tel genre de produit, donc par exemple tel genre de bouffe, on pourrait leur vendre tel genre de billets puis créer des packages. Donc ça, on va travailler là-dessus pour donner des recommandations justement à nos clients. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans le contexte du Covid, on a beaucoup parlé de bracelets ou d'autres supports qui pourraient servir à traquer les gens qui sont porteurs du virus ou pas. Est-ce que tu as un point de vue sur ces idées qui ont émergé pendant cette phase de Covid? Je suis toujours un peu ambigu. Je pense que de porter un bracelet, c'est pas fou. D'une certaine façon, c'est sûr et certain que même nous, on y a pensé de dire est-ce que ce serait une solution. Il y avait l'Association des restaurateurs dernièrement qui disait justement qu'il allait peut-être en devenir à avoir l'obligation de demander à l'entrée le nom, le prénom et l'adresse de tout le monde. On s'était mis à dire, bon, est-ce qu'on aurait une solution intégrée, par exemple, avec un POS où on pourrait simplement donner un bracelet, puis tu arrives au resto, tu scannes, et au minimum, ça te met dans une base de données qui va être plus privatisée que la petite fille à l'accueil qui va prendre ton nom. Je pense qu'il y a des solutions intéressantes, il y a des risques. C'est sûr et certain qu'il y a des risques. Pour moi, le plus gros risque, puis ça revient un peu à un projet qu'on a eu il y a 4 ans, je crois, qui était de faire des bracelets pour les sans-abri. Un des projets qui avait fait énormément de bruit, c'est qu'on voulait créer une monnaie virtuelle pour les sans-abri, mettre des bracelets aux sans-abri qui nous permettraient de leur donner de l'argent virtuel.
Et le défi qu'on avait aussi, c'était la stigmatisation. Donc, de dire, OK, si tu portes le bracelet, bien, ça veut dire que tu es un sans-abri. C'est un peu la même chose à ce moment-là, de dire la stigmatisation, que si les gens ont un bracelet, toi, tu ne l'as pas ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait être aussi un danger. Après, bien, il y a différentes solutions. Puis, il faut décider aussi si on le donne à tout le monde ou si ce serait un libre choix d'aller autour de ça. Mais il y a vraiment des plus et des moins sur ce type de device-là. OK. Parce qu'en fait, votre système, on pourrait même imaginer qu'il se plug sur d'autres services, par exemple comme des Apple Watch. Parce que dans le travail que vous faites, c'est des bracelets que les gens portent, mais de manière occasionnelle. C'est pas quelque chose qu'on va porter tous les jours. Dans le cadre de la situation et du Covid, on demanderait peut-être aux gens de porter ça constamment sur eux. Il y aurait peut-être des paliers à faire avec des outils et des appareils qui sont déjà... Nos bracelets ne pourraient pas communiquer avec un Apple Watch. La technologie sur laquelle on base le gros de notre développement, qui est de la radiofréquence, nos puces dorment. La radiofréquence, qui veut dire que ce n'est pas une technologie qui est toujours en train d'émettre. Elle émet quand quelqu'un s'approche, donc quand on amène un émetteur, et on peut choisir un petit peu la grandeur. Donc, on peut faire de l'ultra haute fréquence. Donc, j'aurais pu avoir une antenne ici qui aurait suivi tout le monde, puis je saurais son goût en temps réel. On parle de coûts extrêmement élevés. Ou on peut avoir ce qui est le plus classique avec le téléphone, le NFC. Donc, on utilise le même genre de technologie. Donc, c'est aussi ce qui amène un peu la vie privée, c'est que nous, généralement, il y a toujours une action du consommateur, donc un scan, qui permet d'avoir le data. Donc, c'est vraiment plus sur ce type de technologie-là. Donc, non, on ne pourrait pas faire communiquer avec l'Apple Watch, mais on a développé un produit qui s'appelle le SafeBand, où là, c'est un bracelet actif. Donc, c'est un bracelet Bluetooth, donc Bluetooth Low Energy, BLE, qui est la technologie. Ce bracelet-là, effectivement, émet des ondes en permanence pour être capable aussi de faire de la triangulation et de dire à qui vous avez croisé à moins de 2 mètres. Ça, c'est intéressant, puis ça m'amène à une autre question qui va être, dans le cadre d'une situation de crise comme celle qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, t'as envie en fait de créer des nouveaux produits et puis de s'adapter à la situation, mais tout en restant un entrepreneur éthique, entre guillemets, et puis respecter la vie privée des usagers? On a eu 2 à 3 questions, je dirais, en tant que comité de gestion chez nous. La première, c'était de se questionner si on était intéressé à faire un pivot. Parce qu'on sait évidemment le secteur du divertissement est l'un des plus touchés. Nous, on est touristes et divertissement, le pire endroit probablement où être aujourd'hui avec l'aviation probablement. Et on s'est questionné sur le pivot. Donc, on avait commencé justement des projets, entre autres, de tracking des appareils médicaux. Souvent dans les hôpitaux, on était incapable de suivre les respirateurs. On ne savait pas ils étaient sur quel étage. Donc, on a travaillé un projet justement où on mettait des puces puis on pouvait les traquer. Donc, ça c'était quand même intéressant. Mais il y a une réalité qui est revenue et que j'ai trouvé assez intéressante, c'est qu'on n'a pas envie de quitter le milieu du divertissement. C'est même un choix difficile parce qu'on sait qu'on va souffrir plus. Il y a énormément d'opportunités qu'on pourrait avoir, mais nous, ce qu'on a choisi, c'est de défendre notre secteur. Fait que j'ai fait beaucoup plus de sorties publiques, de lobbying, être présent pour justement pousser le gouvernement à dire qu'il ne faut pas abandonner le secteur du divertissement, que de faire comme certaines compagnies que j'ai vues dans notre secteur, un peu abandonner le milieu du divertissement puis se mettre à vendre des masques. Tu sais, acheter des masques N95 en Chine, parce qu'évidemment, je fais mes bracelets en Asie, donc ils nous ont tous offert des masques, des solutions. Donc, de ce côté-là, on a décidé, nous, de rester très fort dans le divertissement, de trouver des solutions qui peuvent s'adapter à d'autres secteurs. Le SafeBand en est un où c'est un peu plus industriel, mais on a décidé de ne pas le commercialiser nous-mêmes, c'est Vidéotron qui va le faire, et de développer parfois des pivots technologiques. Parce qu'un des avantages qu'on avait chez Connect & Go, puis on ne l'avait pas réalisé au début de la crise, c'est que notre technologie était déjà COVID proof d'une certaine façon, parce que cashless, aujourd'hui, c'est une tendance. Les files d'attente virtuelles, donc nous, on faisait de la gestion de files d'attente dans les parcs d'attractions. Aujourd'hui, on parle par exemple à un grand centre commercial qui a un défi pour faire des files d'attente virtuelles pour monter dans les ascenseurs. Parce que le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point c'est compliqué de gérer les files pour prendre l'ascenseur quand tu as un building de 32 étages puis que tu as le droit à 2 personnes par ascenseur seulement. Donc, nos technologies, s'ils s'adaptent à d'autres solutions, on accepte de les mettre dans ces secteurs-là, mais pour nous, c'est temporaire. Donc, pour nous, on ne cherche pas justement à profiter de la crise ou à dire on va faire un pivot. On dit plus, si on a des solutions qui s'adaptent, on va les utiliser, mais on veut continuer de plus trouver comment on va aider le milieu du divertissement de réouvrir de manière sécuritaire. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment fonctionne le SafeBand? Le SafeBand, donc, c'est un bracelet qui est Bluetooth. Donc, à l'intérieur de ça, il y a une petite bande Bluetooth. C'est un bracelet qu'on porte en permanence, donc style montre, et qui a 2 fonctionnalités. Donc, il y a une fonctionnalité de haptique, donc le bracelet vibre et allume. Donc, la première chose, c'est la distanciation sociale. Donc, je porte le bracelet, tu portes le bracelet. Plus on s'approche près du 2 mètres, plus l'haptique va devenir fort.
Donc, plus on va se faire aviser. Ce n'est pas uniquement quand on a dépassé le 2 mètres parce qu'il est déjà trop tard. Le but, c'est de prévenir de ce côté-là. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est contact tracing. Donc, les gens, en temps réel, évidemment, sont triangulés. Donc, si je suis rentré dans ta zone à moins de 2 mètres, dans une base de données, ça veut dire qu'on s'est croisés. Cette base de données-là est sécurisée, anonymisée. Donc, la seule façon de pouvoir débloquer, si on peut le dire, c'est que tu dis que tu as le COVID. Et là, automatiquement, on va être capable de savoir tous les gens que tu as croisés, ce qui va empêcher, par exemple, une industrie de fermer. Concernant la stratégie, en fait, de finalement faire que les gens vont porter ces bracelets-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de réticence sur la vie privée, je ne veux peut-être pas porter un bracelet qui va me traquer partout. Est-ce que j'imagine que vous avez eu des réflexions là-dessus, et puis comment est-ce que les clients auxquels vous allez vendre le bracelet ou la technologie se positionnent par rapport à ça? En ce moment, on est beaucoup plus dans une technologie en mode privé, si je peux l'appeler comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une vision du consommateur qui le porte au centre commercial ou qui le porte à l'épicerie. On est dans un contexte, par exemple, d'une usine dans lequel c'est ultra important. Et il y a toujours le mix entre l'utilisateur qui peut-être le voudrait ou pas, mais dans ce cadre-là, il est dans le cadre de son emploi, donc il y a des obligations aussi réglementaires. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que l'usine aille à fermer. Donc, à un certain moment, c'est un peu comme le débat sur le masque, on le porte pas. La réalité, c'est que dans une entreprise privée, on a le droit d'obliger pour s'assurer justement qu'on va garder un environnement sécuritaire. Donc, souvent, les clients qui nous approchent aujourd'hui, qui veulent la solution, c'est principalement pour être certain que si une personne a le COVID dans leur usine, ils ne sont pas obligés de la fermer. Parce que si vous ne savez pas qui cette personne-là a croisé à moins de 2 mètres, vous avez automatiquement l'obligation de fermer l'usine. Puis les coûts sont astronomiques, les pertes. Donc là, au minimum, on a quelque chose qui permet d'être capable d'un petit peu dire c'est uniquement les gens que tu as croisés à moins de 2 mètres qui vont être obligés d'être mis en quarantaine. Donc, on peut continuer d'opérer l'usine. On peut continuer d'y aller. Donc, en termes de santé et sécurité, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça a principalement été utilisé dans les ports, par exemple, qui était très important. Parce que tu ne veux pas fermer le port de Montréal. On s'entend, ce serait une catastrophe. Donc, c'est un peu le type. Je ne serais pas nécessairement pour un bracelet de dire... je me rappelle, quelqu'un sur les médias sociaux nous avait dit la population québécoise, vous devriez faire 7 millions de bracelets et les mettre à tout le monde. À un certain niveau, là, effectivement, on tomberait peut-être un petit peu plus dans quelque chose de vie privée parce que là, on saurait, en fait, vous êtes allé chez votre maîtresse, hein, on le sait, parce qu'on traque l'entièreté des trucs. Là, on est quand même dans un cadre, pour moi, qui est plus important, qui est l'entreprise. D'accord. Et si on part vers des choses qui sont un peu plus radieuses, entre guillemets, le futur, ouais. Comment est-ce que tu imagines, toi, en tant que designer de solutions, des moyens qui feraient qu'on va vers des solutions qui respectent vraiment l'utilisateur et puis qui nous permettraient peut-être d'aller vers un futur un peu plus utopique? Je pense que, en fait, on parle beaucoup du respect de l'utilisateur, mais je reviens toujours à quel point l'utilisateur se respecte lui-même. Donc, il y a aussi ce côté-là, parce qu'on parle énormément de tout ce côté-là. La réalité, c'est que l'utilisateur veut des expériences plus personnalisées, et pour y donner ça, il faut d'une certaine façon qu'il partage son data. Ce que je pense que nous, on continue de faire, c'est de vraiment être centré justement sur l'utilisateur, sur ses bienfaits. Donc, le mot « frictionless », pour nous, on l'utilise depuis 5 ans, mais on est vraiment dans la réflexion, par exemple, dans les parcs d'attractions avec qui on travaille en ce moment, comment on rend les trucs le plus sécures. J'ai développé, par exemple, une solution. Je suis papa de 2 jeunes filles. Tous les parents perdent leurs enfants. J'ai toujours en la blague, on ne le dit jamais publiquement, mais dès que tu as des enfants, tu peux dire qu'un jour, tu les as perdus. Puis on avait développé un système pour faire que les parents puissent ne plus, d'une certaine façon, y penser. Donc, un système anti-kidnapping qui empêche un enfant de sortir sans son parent d'un parc d'attractions. Donc, un double scan. On a développé ça basé sur le besoin des gens et ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on travaille au Super Aqua Club, Pointe-Calumet, donc on fait de la gestion de file d'attente virtuelle, donc plus besoin d'attendre en file. Je scanne, samedi de revenir dans 14 minutes et automatiquement, je vais pouvoir passer. Comme on est capable de faire rentrer les gens sans avoir l'impression qu'on est fouillé, qu'on est traqué. Donc, simplement des portails qui permettent de passer et là, notre photo va s'afficher sur quelqu'un. Donc, on travaille sur ce type de solutions-là. Je pense qu'ils vont être innovantes, qui vont faciliter aussi un peu la vie des gens dans le milieu du divertissement. Ouais, c'est super intéressant parce qu'à la fois, ça permet de faire marcher le business parce que, comme tu disais, ça permet de mieux comprendre les mécanismes d'achat chez les utilisateurs, etc., qui sont quand même en accord avec le fait de partager certaines de leurs informations. Et puis, dans le cadre d'une situation comme celle du Covid, ça permet de rendre les choses plus sécuritaires de façon à ce que les listes de personnes soient gérées et puis de retrouver un peu les personnes qui ont été en contact avec toi
Ouais, puis je pense qu'on est très sensibilisé. On n'a plus le choix aujourd'hui. Vie privée, nous, on a des tests de pénétration. On fait ce qu'on appelle des white hats. Donc, on paye des hackers pour essayer de nous pirater. On donne des primes pour être capable de le faire. Donc, on a quand même aussi toute cette je dirais, sensibilité-là de savoir qu'effectivement, on a de la donnée. Je ne considère pas que notre donnée est sensible parce que ça reste de la donnée qui est généralement un peu plus générale. Donc, on est vraiment sur de la donnée de dire, OK, la personne a fait ci ou ça, mais qui est un peu plus général, mais quand même, on travaille énormément sur la protection de la donnée. Puis nos clients nous le demandent de plus en plus. On s'entend, il y a 5 ans, c'était même pas une question dans un appel d'offres. Aujourd'hui, on est en train justement de finaliser un appel d'offres pour un gros parc de Oxford. Et il y a eu simplement une liste de questions horribles à répondre sur la vie privée, le data, qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Par rapport, j'imagine, aux événements que vous aviez de planifier cette année, comment est-ce que tu entrevois la suite des choses pour Connect & Go? C'est extrêmement difficile d'entrevoir la suite. Je trouve que c'est polarisant parce que je lis probablement 10 études par semaine qui disent pas la même chose. Évidemment, il y a des places où ils ont réouvert les festivals, ce qui est assez surprenant. Il y a des places où on se demande si ça va revenir l'année prochaine. Moi, je continue de dire que le divertissement, c'est un besoin psychologique. Moi, quand les gens disent « Ouais, mais c'est pas grave, on peut avoir des shows virtuels », c'est faux. La réalité, pour avoir travaillé à travers le monde dans un paquet de festivals, de la chimie des gens ensemble devant un groupe de musique, ça ne se reproduit pas sur Zoom ou sur quelconque plateforme, même si on réussit à faire de la technologie super. Donc, je pense que le divertissement va devoir revenir. Je ne sais pas sous quelle forme. Je ne pense pas qu'en distanciation sociale, ça va marcher. Je ne pense pas qu'avec des masques, ça va fonctionner non plus. Donc, la réalité, c'est plus un souhait que le COVID s'en aille le plus vite ou évidemment qu'un vaccin arrive. Puis, je pense qu'on voit un peu trop ça comme une solution miracle, mais c'est à se questionner. Mais on reste positif parce qu'on se dit que le divertissement doit revenir. Et la réalité, c'est que cet été, le Super Aqua Club a été ouvert. Il a été sold out pratiquement tous les jours. Donc, c'était 2000 personnes par jour. Donc, je me dis, on n'est peut-être pas prêt l'année prochaine, je l'espère, qu'on sera prêt à un festival d'été ou à un Cheaga. Mais au minimum, si on peut recommencer à avoir des événements de médium taille, puis je pense que notre technologie, justement, va peut-être pouvoir aider à faciliter tout l'aspect opérationnel d'un événement pour éviter un peu plus les contacts humains. La réalité, c'est que l'événementiel, c'est des contacts humains. Donc, je pense vraiment que c'est beaucoup plus la science qui va nous aider à faire reprendre notre secteur que de la technologie ou simplement des règles sanitaires. Je suis curieuse aussi de savoir, en attendant justement que l'entreprise du divertissement reparte vraiment, comment est-ce que peut-être vous avez restructuré les équipes de UX chez Connect & Go pour qu'ils se repositionnent sur certains produits? On est vraiment, puis ça va être la décision qu'on a prise, on a eu la question de dire est-ce qu'on fait beaucoup de mises à pied ou pas, puis nous, notre play, ça a été en fait de se positionner comme leader du marché. Un des avantages qu'on a, qui est un peu triste, c'est que la majorité de mes concurrents sont en train de faire faillite. Donc, la majorité des concurrents sont en train de s'éteindre et nous, on s'est dit, pendant qu'ils s'éteignent, on va devenir plus fort. Donc, on va se positionner pour que dès que la reprise va arriver, c'est nous qui va prendre la place. Donc, position de leadership. Donc, on a investi dans le produit. Il n'y a eu aucune mise à pied pratiquement chez nous, en UX, en design, en produit, en développement. On a gardé ça pour développer justement des nouvelles plateformes, des nouveaux features. Donc, on a un roadmap, je pense, pour encore les 18 prochains mois. Basé là-dessus, où ils travaillent sans arrêt justement pour les parcs d'attractions. On est en train de réfléchir à tout l'aspect du paiement, de plus en plus le My Account. Donc, on veut un peu reproduire le Magic Band de Disney, mais le rendre plus accessible. Donc, on réfléchit autour de ça. Donc, on a vraiment décidé de garder ça et on a décidé aussi de garder l'équipe vente et marketing parce qu'on continue d'être en contact constant avec nos clients. Donc, on a créé des ateliers, des workshops avec des clients sur leur appréhension à la reprise, sur leurs difficultés. On a fait du lobbying gouvernemental pour savoir ça allait être quoi la réouverture, pour justement, d'un point de vue UX, mieux comprendre ça allait être quoi les défis. Donc, un des défis, on n'avait aucune solution de ce qu'on appelle le time-based ticketing, donc de la réservation de plage horaire, mais on a vu d'avance, parce qu'on a su que ça allait être une obligation de réduire, on a adapté notre produit pour être capable aujourd'hui de faire de la gestion de plage horaire dans des parcs d'attractions. Okay. Donc, on essaie d'écouter un peu ce que l'environnement va dire, puis d'adapter le produit. Et nous, on pense que quand la reprise va reprendre, ça va reprendre vite. Donc, le but, c'est d'être prêt, d'avoir encore nos équipes, d'avoir un produit qui est plus solide. Comment est-ce que vous vous adaptez aussi aux différentes normes? Parce que vous avez des clients à travers le monde. J'imagine qu'ils ont différentes normes. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est un des gros défis. Je dirais que ça dépend encore une fois du module. Si on parle de paiement, c'est probablement la plus grosse catastrophe parce que la France ne gère pas du tout les paiements ou la sécurité reliée aux paiements de la même façon que le Québec, que les États-Unis. Donc, souvent, on va travailler avec des plateformes. Donc, notre but, c'est de ne pas tout faire, donc d'être capable aussi de trouver des plateformes. Exemple, Stripe
est très, très efficace en termes de paiement international. Donc, on va intégrer nos technologies avec des plateformes comme Stripe. Mais on a aussi des focus. Donc, aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires est nord-américain, même si on travaille en ce moment en Norvège, chez Lundgruppen, on travaille en France. On a quand même quelques clients, mais on a des gens justement qui travaillent toujours au niveau réglementaire, intégration avec des tierces parties. Il y en a énormément chez nous. Et si je reviens un peu au processus de création que vous avez en place chez Connect & Go, comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que vous travaillez énormément avec vos clients directement. Dans quelle mesure vous arrivez à prendre en considération les besoins des utilisateurs des bracelets dans la réflexion et puis la construction de vos plateformes et puis du produit? On est énormément sur le terrain. Donc ça, c'est une des choses, justement, tous les UX ont l'obligation d'aller sur le terrain. Même nous, en entrevue d'embauche, c'est important que les gens aiment le divertissement. Donc si un UX vient chez nous et c'est le meilleur, mais il dit « moi, je déteste faire des rides », ben, il ne va pas fonctionner chez nous. Parce que la réalité, il faut que tu aimes ce milieu-là. Donc pour nous, c'est super important. Donc, tu sais, le client qui a roulé le plus cet été, c'était le Super Aqua Club. On a déployé un écosystème complet de bracelets connectés pour l'entièreté des utilisateurs. On a dû faire 5 visites. On a fait des sondages, on a fait des enquêtes. On a regardé. Il y a beaucoup de mes employés qui sont allés comme des utilisateurs anonymes avec leur famille juste pour tester. Et une des réflexions, justement, la semaine passée, mon CEO me disait « ouais, c'est cool le bracelet, mais dans la vraie vie, j'ai l'impression que ça fait rien. » Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de killer features au niveau opérateur, mais que le consommateur, à part pouvoir payer avec le bracelet, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, le consommateur, lui, a dit « moi, comme père de famille, je n'ai pas vu tant d'avantages de porter le bracelet. » Donc là, on a commencé à réfléchir. On a acheté une compagnie qui s'appelait Cool Replay, qui fait des systèmes de caméra, donc qui vous filme durant que vous faites la ride. Donc, vous scannez votre bracelet, ça fait une vidéo, puis ça vous l'envoie à la fin. Donc, un souvenir. Donc là, il y a vraiment une interaction avec le bracelet. Donc, on développe en fonction de ce qu'on voit. Puis j'imagine que vous associez donc ces connaissances que vous avez sur les utilisateurs avec tout ce que vous avez pu amasser depuis les dernières années en analysant les données d'événements précédents pour conseiller vos clients sur ce qu'il y a à faire. Quoi faire, quoi pas faire, c'est quoi, combien de gens peuvent rentrer en combien de minutes, par exemple, pour les festivals, la gestion des accréditations, la gestion de la fraude. Le contrôle d'accès, c'est principalement ça. Hein, les gens, les scalpers, comment les gens rentrent avec des billets, réussissent à ressortir. Donc, tous ces systèmes-là, c'est ce qu'on développe. Non, je vais finir sur te poser la question, comment est-ce que tu vois les choses du côté de Connect & Go dans les prochains mois? On en a un petit peu parlé, mais si tu pouvais résumer ça. C'est vrai que comment je vois dans les prochains mois, il y a un côté de moi qui est extrêmement positif. J'en parle à mes équipes. On a rentré une fonction culture et talent chez nous. Sophie qui est hallucinante. Donc, on fait notre premier pique-nique justement de groupe lundi. On est resté très soudés malgré le télétravail. Chaque semaine, on se parle. On parle aux employés, mais aussi à tous ceux qu'on a dû mettre au chômage pour leur donner un update sur la business. Et ce que je dis toujours, c'est que je pense que Connect & Go va être plus fort. Plus fort, parce qu'on a recommencé à réellement innover. Évidemment, l'aspect d'avoir dû réduire la taille de l'équipe, mais aussi d'avoir moins d'argent, ça te pousse à être un peu plus innovant, à prendre un peu plus de risques. Fait que ça, je pense que ça a été bon pour nous. L'aspect que les concurrents sont en train de se retirer un peu, un bon exemple, c'est Eventbrite. Ils avaient acheté un concurrent à nous, ils offraient nos services à l'interne. Ils ont laissé aller tout le monde et on a signé un partenariat avec eux pour desservir l'entièreté de leurs clients. Donc, je pense que de plus en plus, les compagnies vont devenir focus. Donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le bracelet intelligent, mais il y a plein de gens qui avaient dit on va en faire comme un service à valeur ajoutée et qui abandonnent. Par exemple, les grandes billetteries abandonnent ce service-là. Et ce qui, nous, va nous permettre de venir combler avec une expertise vraiment pointue. Donc, je pense qu'on est super bien positionné. Après, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on est super bien positionné. On a la chance d'être bien placé au niveau financement pour être capable de tenir, je dirais, au moins 1 an. Mais il faut que ça reprenne. La réalité, c'est que la seule chose sur laquelle je suis incapable de dire, c'est est-ce que l'année prochaine, on fait les Jeux olympiques ou on les fait pas? Ça, j'en ai aucune idée. Et je pense que si quelqu'un a la réponse, j'aimerais ça l'avoir avec des preuves, mais on ne sait pas. Puis c'est ce qui va un peu déterminer. En fait, on retient notre souffle. Puis ce qu'il faut, c'est être certain que quand ça va redécoller, il reste de l'essence dans la voiture. Parce que sinon, on ne sera pas capable de redécoller. Donc, on fait attention aux dépenses. En même temps, on essaye d'innover. Puis on essaye justement de poursuivre versus simplement se mettre en dépense.